Et pour lancer le débat qui va être mené par Christophe Jacubissi de RMC, on réécoute ce que disait Nicolas Sarkozy à Saint-Nazaire. La récidive criminelle n'est pas une fatalité et je ne me contenterai pas d'une enquête sans suite. Je le dis très sereinement, mais il n'y aura pas une enquête de plus. On dira aux Français que tout a été parfait, sauf une petite jeune fille qui ne demandait qu'à vivre et qui a disparu. C'est pas possible. Il faudra des décisions et pas des commissions de réflexion. Oui, messieurs, je voulais donc vous faire écouter ce passage, puisque c'était évidemment la réaction du président à ce drame horrible de la disparition de Laetitia. Simplement, on a finalement fait cette émission un petit peu à la suite des propos du président qui a rouvert le dossier de la justice une nouvelle fois, comme après chaque fait divers terrible qui est ressenti de cette manière par les Français. Mais au fond, dans cette affaire, Laetitia et son agresseur Tony Meillon, est-ce que tous en a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a parlé du fichier des délinquants sexuels, on a parlé des peines planchées, on a parlé des juges d'application des peines. Mais en l'occurrence, dans le cas d'espèce, c'était manifestement un individu effectivement très dangereux, qui était un petit peu marginal, qui était rétif à toute autorité, mais qui n'était pas classé comme étant un violeur récidiviste, ni quoi que ce soit. C'était plutôt un délinquant assez terrible et ordinaire, mais qui n'était pas marqué du sceau des multirécidivistes sexuels. Donc, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, finalement, dans cette affaire-là, comment on aurait pu éviter ce fait divers-là, ou est-ce qu'il faut admettre que quelquefois, on ne peut rien? Patrick Devedjian, tout à l'heure, a eu le courage de dire que le risque zéro n'existe pas. Ce que ne dit pas Nicolas Sarkozy, qui lui laisse toujours penser que le risque zéro, ça peut exister. Ça n'existe pas. J'attends, comme tout le monde, le résultat des enquêtes qui sont en cours. Sûr. Il semblerait, d'après les informations qu'on peut avoir, qu'il y ait eu une faille dans le suivi judiciaire de cet individu. Il ne pointait pas, en fait, c'est ça. Hein. Voilà, il ne pointait pas, et vu l'avalanche de dossiers qu'ont à suivre les services de surveillance de ces individus, il semble que on ait laissé les choses se faire, qu'il n'ait pas pointé, qu'on n'ait pas donné l'alerte quand il fallait donner l'alerte. Ce que je tiens à dire dans cette affaire, c'est que l'individu en question a purgé, lui, la totalité de ses peines. Tout à fait. Donc il ne s'agit pas d'une libération anticipée, conditionnelle, d'une mansuétude, d'une clémence de tel ou tel magistrat. Preuve d'ailleurs qu'il était considéré comme dangereux. Parce qu'il avait purgé la totalité de ses peines. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus, Patrick Devedjian, pour cet individu? Je pense que le suivi post-pénal, après la peine, a été insuffisant. Enfin, je ne sais pas, mais on le verra fait qu'il pointe n'aurait pas forcément Moi, je ne veux pas me prononcer sur une affaire oui. dont je n'ai pas tous les éléments. Ouais. Hein, Peut-être qu'on pourrait peut-être parler à ce moment-là de cette dernière loi en date, c'est celle sur la détention de sûreté. Hein, la rétention de sûreté. Le fait qu'après l'exécution, le fait que le condamné ait accompli ses peines dans sa totalité, il peut ensuite être placé par l'autorité judiciaire, une sorte de détention ad vitam aeternam, finalement, tant qu'on considère que s'il sort, il peut être dangereux. Alors, cette loi était assez récente, elle date de 2008, je crois. Elle n'a pas été vraiment mise en application parce que le Conseil constitutionnel avait interdit qu'elle soit rétroactive. Donc, il faut attendre effectivement de nouveaux cas pour qu'elle soit appliquée. C'est pas possible qu'elle soit rétroactive. Ça. Voilà. Et puis d'ailleurs, il y a je crois qu'il y a un centre de détention, c'est à Fresnes, Olivier me le rappelait tout à l'heure, qui est vide pour l'instant. Qui n'a pas de pensionnaire. Donc, est-ce que cette nouvelle peine, je ne sais pas si on va appeler ça une peine d'ailleurs, est la solution à ces... Comment ? Il faut qu'elle soit décidée par la juridiction. Il faut que dans le premier procès, effectivement, on indique que... Non, il faut qu'une juridiction régionale de la rétention de sûreté décide à la fin de la peine prononcée par le tribunal de cour d'assises, il faut qu'il y ait une décision de maintenir judiciaire. 1 an en rétention, non plus en détention, on joue sur les mots, en rétention pour 1 an. Et ça peut être renouvelé chaque année. Je vois tous les deux là votre hésitation. Est-ce que c'est pas encore une nouvelle loi pour rien? Non, c'est pas pour rien, mais je me pose des questions. Enfin, le Conseil constitutionnel l'a validé. Donc, je me demande ce que dira la CEDH. Bon, le jour où on ira devant. Moi, je ne l'ai pas voté, évidemment, parce que c'est une loi qui remet en cause l'individualisation de la peine. C'est pour 1 an. Pour 1 an, mais c'est-à-dire qu'on va maintenir quelqu'un enfermé dans une prison, on appellera ça autrement, on va le maintenir enfermé, non pas pour ce qu'il a fait, puisqu'il aura purgé sa peine, mais pour ce qu'il pourrait éventuellement faire. Non, pas seulement, parce qu'on se fondera aussi sur son attitude pendant la détention. Ça sera un élément d'appréciation. Je pense que la surveillance judiciaire était nécessaire.
Elle a été votée, c'est une mesure efficace. Le suivi socio-judiciaire que nous avions fait passer en 98 était aussi une bonne mesure. On n'avait pas besoin de voter la rétention de sûreté. C'est quelque chose de très choquant qui peut donner lieu à beaucoup de dérives. On peut maintenir quelqu'un chaque année en prison, indéfiniment, je le répète, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il pourrait faire. Imaginez le risque que cela comporte. Non, mais on apprécie, on porte une appréciation sur son comportement. Je vous sens quand même très pendant réticent. sa peine. L'avocat que vous êtes est quand même très réticent à l'égard de cette mesure. Et donc, du coup, si j'ai voulu faire le rapprochement avec l'affaire Laetitia et Tony Meillon et cette nouvelle forme de peine, de sanction, c'est bien parce que là, on avait peut-être une réponse et que vous-même, vous avez l'air de dire que c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc, je vois pas ce que maintenant... On n'a pas de cas encore. Ouais, on n'a pas de cas encore. Mais ça aurait pu être un des cas. Si on le jugeait particulièrement dangereux, ce détenu qui avait réalisé la totalité de sa peine, il aurait pu être placé dans le cadre... Éventuellement, il aurait pu, en tous les cas, être jugé par la juridiction pour cela. Il faisait déjà l'objet d'une mesure de suivi judiciaire, soit il de était suivi repéré comme socio-judiciaire dangereux, ou de surveillance judiciaire. Voilà. Une panoplie existe. Une panoplie... importante existe déjà, appliquons déjà ce qui existe. Enfin, la question, elle est simple. Hein. Est-ce que quand quelqu'un est considéré comme étant dangereux, il faut protéger à tout prix la société, quitte à le mettre en rétention en permanence, c'est-à-dire le priver de liberté pour des actes qu'il n'a pas commis, ou bien est-ce qu'au contraire... C'est la question que les Français se posent quand même. Les Français peuvent comprendre qu'il faut le mettre sous surveillance, ne pas le relâcher dans la nature. À tout prix. Attendez. Entre à tout prix et être laxiste. Pardon. Non mais personne n'est laxiste, mais personne ne veut non plus enfermer les gens pour ce qu'ils pourraient commettre. Donc il faut mettre ces gens-là sous surveillance sans les enfermer pour autant. Et il y a des moyens très modernes et très efficaces de surveillance judiciaire, c'est le bracelet électronique. Seulement ça coûte très cher. On revient au problème de moyens. Exactement. Oui, mais il faut voir aussi, hein, la récidive a une histoire très longue. Et on a voulu, et à juste raison, l'humaniser. Autrefois, il y avait la relégation. Hein, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de récidives, ça entraînait la détention en principe à perpétuité. Auparavant, pire, il y avait le bagne. La récidive entraînait le bagne. Bon, tout ceci, il y a eu aussi l'interdiction de séjour. Un certain nombre de récidives conduisaient à l'interdiction de séjour. Bon, ça existe encore, l'interdiction de séjour. Oui, mais de manière très limitée. Il peut y avoir interdiction de paraître dans certains lieux, dans certaines villes. De manière très, très spéciale. Non, mais c'est utile. Moi, je ne suis pas contre. Ça peut être utile. Moi, je ne suis pas contre non plus. Elle était liée à la récidive de manière automatique, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre de 30 secondes. Ouais, dernière question, parce que je crois qu'elle était au cœur de cette émission, c'est celle des moyens. J'étais frappé de vous entendre dire tout à l'heure que le budget de la justice par habitant était un des plus faibles d'Europe. On a vu aussi qu'il y avait 361 juges d'application des peines pour 236 000 dossiers ouverts. Il faut mettre combien de probation. Ouais, et les 3 000 agents de probation. Il faut mettre combien sur la table pour que la justice française soit au niveau? 30 secondes, pas plus. Il faut surtout s'organiser autrement pour mieux employer nos moyens. Donc, et à ce moment-là, on pourra les augmenter. Pas d'argent. Moi, j'ai été rapporteur du budget de la justice. Le gouvernement de Lionel Jospin avait fait une forte augmentation de ce budget. À la fin de l'année, il n'était pas employé, le budget. André Valigny. Il faut, sur une législature de 5 ans, doubler le budget de la justice. Le doubler. Et c'est possible. C'est tout à fait possible. C'est un petit budget dans le budget de l'État, la justice. Oui. Il faut le doubler en 5 ans. Vous l'avez déjà fait sans résultat, ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Christophe.